Dans les déserts brûlants de l'Arizona, un cow-boy solitaire était confronté à l'impensable. Son seul compagnon, un cheval noir marqué par les combats, agonisait après avoir été mordu par un serpent à sonnette. Alors que ses larmes tombèrent sur le sol pour la première fois depuis des années, une ombre sortit des rochers. Une jeune femme apache avec une pochette remplie d'herbes étranges et des mots qui dissipaient le désespoir. Votre cheval n'est pas perdu. Je peux le guérir si vous y croyez. Ce qui suivit défia la raison et devint une histoire chuchotée autour des feux de camp pendant des générations. Avant de nous plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous la regardez. Et si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner. Le soleil brillait sans pitié au-dessus du territoire de l'Arizona, déversant sa chaleur comme du fer en fusion sur la terre. Nous étions dans les années 1870 et, à midi dans le désert, toutes les ombres avaient disparu, laissant la terre nue et exposée sous un ciel d'un bleu impossible. La chaleur miroitait au-dessus du sol craquelé et le silence était si pesant qu'il oppressait les oreilles. Ici, dans un paysage dépourvu de pitié, solitude et survie étaient souvent synonymes. Un cavalier solitaire avançait lentement sur un sentier à peine tracé qui serpentait entre des grappes de cactus épineux et des pierres blanchies par le soleil. Il s'appelait Elias Carter, un cow-boy de 34 ans dont le visage racontait l'histoire d'une vie marquée par les épreuves. Le soleil avait brûlé sa peau jusqu'à lui donner un teint bronze patiné, et les rides autour de ses yeux, pâles à force de plisser les paupières contre l'éblouissement, s'étaient creusées au fil des années de labeur et de perte. Il était mince, ses épaules étroites mais musclées, façonnées par de longues journées en selle. La chemise délavée qu'il portait était collée à sa peau par la sueur, le tissu rapiécé aux endroits où les épines du désert l'avaient déchiré. Un chapeau à large bord, légèrement affaissé par le temps, projetait la seule ombre sur son visage. À sa hanche pendait un revolver, dont l'étui en cuir était usé par l'habitude, même si Elias n'avait plus guère envie de le dégainer, sauf en cas de nécessité. Sur son avant-bras gauche, une cicatrice pâle s'étendait du poignet au coude, vestige d'une entaille de baïonnettes reçue pendant la guerre qui avait déchiré le pays. La guerre civile lui avait pris plus que sa chair. Elle lui avait aussi pris son frère, une blessure bien plus profonde et plus lente à guérir. La marque sur son bras s'était estompée. Celle dans son cœur, non. Sous lui marchait Blaze, un cheval noir à la poitrine large et aux jambes épaisses, à la crinière longue et sombre comme de l'encre renversée. L'âge avait commencé à argenter les poils autour de son museau, mais sa démarche était régulière, inébranlable. Ce n'était pas le cheval le plus rapide qu'Elias ait jamais monté, mais c'était le plus fidèle. Blay était autrefois un Mustang sauvage impossible à dompter, jusqu'à ce qu'Elias entre dans le corral, il y a des années, et croise le regard d'un jeune étalon féroce. Quelque chose s'était passé entre eux, peut-être une reconnaissance ou un chagrin obstiné qui se reflétaient l'un dans l'autre. Et depuis ce jour, Blay était à lui. 10 ans plus tard, le lien qui les unissait était tel que les mots étaient inutiles. Un mouvement de la selle, un coup de reine, et Blay semblait savoir ce qu'Elias avait l'intention de faire. À présent, ses flancs gelés se soulevaient à chaque respiration, de la mousse croûtait au coin de sa bouche, mais il avançait avec l'endurance de celui qui avait connu à la fois le fouet et la nature sauvage. Elias se pencha en avant sur sa selle et murmura d'une voix rauque, « Doucement, mon garçon, nous allons le trouver un peu plus loin. » Les oreilles de Blas se redressèrent au son de la voix de son maître, puis se replièrent, stables sur la piste. Le désert les avait dépouillés de presque tout, sauf de leur détermination. Elias avait compté et recompté leurs provisions jusqu'à connaître le poids exact de chaque gramme restant. La outre en cuir à ses côtés contenait à peine assez d'eau pour une journée, et il la rationnait sans pitié. Le jerky et les haricots secs attachés à son sac lui permettraient peut-être de tenir encore 2 nuits. Le café moulu, autrefois son dernier luxe, avait déjà été réduit à une poudre insipide. Il donnait tout ce qu'il pouvait à Blaze, en prenant moins pour lui-même. Lorsque la langue du cheval s'asséchait de soif, Elias inclinait d'abord l'outre pour lui et avalait les quelques gouttes qui restaient. L'air lui-même semblait brûler lorsqu'il pénétrait dans ses poumons. Chaque inspiration était sèche et la sueur s'évaporait avant même de couler. Elias avait l'impression que le soleil du désert n'était pas au-dessus de lui, mais à l'intérieur même de sa poitrine, le brûlant de l'intérieur. Le cuir de sa selle était si chaud qu'il lui donnait des cloques,
et chaque mouvement de son poids lui donnait l'impression d'avoir un fer rouge pressé contre ses cuisses. Pourtant, il continuait car s'arrêter signifiait la mort. Autour d'eux s'étendait une terre qui ressemblait aux ossements d'un monde oublié. Ça et là, des squelettes de bovins ou de mulets gisaient à moitié enfouis dans le sable, les côtes arquées vers le ciel, témoignage muet de la fin du désert. Deux vautours tournaient au-dessus d'eux, leurs ailes noires décrivant de lents arcs dans le soleil. Les cactus se dressaient en rang solennel. Des saguaros géants, les bras levés comme des sentinelles silencieuses, leurs épines basses près du sol, et des koalas dont les barbes cruelles brillaient à la lumière. Rien ne bougeait, sauf la chaleur elle-même qui ondulait en mirage à l'horizon. Au loin, les montagnes s'élevaient, violettes et déchiquetées, leurs contours flous à cause de la chaleur de l'air. Plus Elias chevauchait, plus son esprit s'enfonçait en lui-même. Le désert avait le don de transformer le silence en souvenir. Il repensa au rire de son frère les soirs avant la guerre, lorsqu'ils s'asseyaient autour d'un feu dans le ranch familial au Texas, routissant de la viande, échangeant des histoires, planifiant un avenir qui n'existait plus. Il revit le jour où son frère était parti en uniforme, puis le drapeau plié remis à leur mère. C'était à ce moment-là que quelque chose s'était brisé en Elias, même s'il ne l'avait pas admis à l'époque. À la fin de la guerre, le ranch avait disparu. Les dettes avaient englouti le peu qui restait. Elias avait tout laissé derrière lui, n'emportant que sa selle, son fusil et le cheval qui refusait d'être dompté jusqu'à ce qu'il le fasse lui-même. Blahan était devenu plus qu'une monture. Il était devenu le point d'ancrage d'un homme à la dérive dans le monde. Elias faisait davantage confiance à Blake qu'aux autres hommes. Blake ne mentait pas, ne trahissait pas, il n'était que loyauté et une sorte d'endurance obstinée sur laquelle Elias pouvait s'appuyer lorsque la sienne venait à manquer. À présent, alors que le soleil tapait fort et que chaque pas semblait secouer la moelle de ses os, Elias comprit soudainement que si Blaze tombait, lui aussi tomberait. Le cheval n'était pas simplement un compagnon de route. Il était le dernier membre de la famille qui restait à Elias. Sans lui, il n'y aurait aucune raison de continuer à avancer vers l'ouest, aucune raison de supporter le poids de chaque jour qui passait. Le désert pouvait prendre l'eau d'un homme, sa force, voire sa santé mentale. Mais prendre Blaze, ce serait la fin d'Elias Carter. Il se déplaça sur sa selle, jetant un coup d'œil vers les montagnes lointaines, scintillantes comme des fantômes. « Nous y arriverons, mon garçon, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Nous avons parcouru trop de chemins pour échouer. » Blanc renifla faiblement, en guise de réponse, secouant la tête comme pour dire qu'il était d'accord, et continua d'avancer. La piste s'étendait à l'infini devant eux. Pourtant, Elias resserra sa prise sur les rênes et se redressa. Le désert lui avait déjà tant pris, mais il ne lui prendrait pas cela. Pas tant qu'il aurait encore un souffle de vie. L'ombre se manifesta par un léger changement de couleur sur le sol, une lèvre sombre sous un petit rebord rocheux où le soleil ne pouvait tout à fait atteindre. Après des heures de chevauchée dans une chaleur qui transformait l'air en verre, Elias la remarqua comme les hommes remarquent l'espoir, non pas par son bruit, mais par le silence qu'elle jette sur tout le reste. Il leva les rênes et Blaze ralentit ses sabots qui traînaient dans la poussière, et ensemble, ils entrèrent dans cette bande de fraîcheur comme deux voyageurs se réfugiant sous le porche d'une église. La différence était minime, mais elle signifiait tout. La chaleur quitta ses épaules pour la première fois depuis le matin. Elias passa sa jambe par-dessus la selle et descendit à terre, les genoux tremblants après cette longue chevauchée. Blanc se tenait debout, les côtes se soulevant et s'abaissant lentement. Sa respiration était saccadée et courte. « Doucement, » murmura Elias en caressant le cou du cheval. « Repose-toi, respire. » Il décrocha l'autre de sa ceinture et la secoua timidement. Le bruit de 2 ou 3 éclaboussures superficielles était de la musique la plus fragile qui soit. Il déboucha l'autre et la tendit sous le nez de Blaze. Les lèvres du Jelling se refermèrent avidement autour du bec verseur, et l'eau coula sur sa langue, le long des coins de sa bouche, puis sur la poussière. Elias inclina l'autre plus haut, dosant le reste avec une parcimonie avare. Lorsque Blahan se recula en léchant, Elias porta l'autre à sa propre bouche et laissa une seule gorgée humidifier sa langue et sa gorge. Le reste n'était que souvenir. « Nous devons trouver une source avant la tombée de la nuit, » dit-il doucement au cheval, comme si le fait de le dire à voix haute pouvait contraindre le désert à s'exécuter. « Sinon,
Nous sommes fichus. Les mots étaient simples, sans dramatisme. Ici, les faits n'avaient pas besoin d'être enjolivés. Le monde autour d'eux était immobile. Un vent sec soufflait à travers les chalas et les figuiers de Barbarie, faisant murmurer leurs épines les unes contre les autres. Des sons fins et étranges, comme des voix perdues dans un couloir. Au loin, là où la terre s'arrêtait, les montagnes ondulaient dans une brume violette, comme un mur peint que quelqu'un avait poussé contre le ciel pour empêcher les hommes de s'égarer hors de la carte. Au-dessus, deux vautours décrivaient des cercles patients, signatures noires tracées dans le bleu. Leurs ombres dérivaient sur le sol et sur le dos de Blaze, lentes comme les aiguilles d'une horloge. Elias appuya son épaule contre la roche fraîche et ferma les yeux sous le bord de son chapeau. Il n'était pas fatigué comme d'habitude. Pas le genre de fatigue que le sommeil peut guérir. C'était une fatigue profonde qui venait des kilomètres parcourus, des années passées et du poids d'un nom prononcé au passé. Dans le silence, il vit une lueur de feu, une petite pièce brillante dans la grande obscurité de la prairie texane. Deux garçons assis près d'elle, une poêle grésillant de graisse. Le rire de son frère s'éleva, clair, rapide, sans retenue, mêlé à la mélodie d'un harmonica. Il pouvait sentir l'odeur de la fumée dans ses cheveux et sa laine, sentir le confort rugueux d'une couverture sur ses épaules et la merde d'un monde qui ne s'était pas encore effondré. Le souvenir frémit et se brisa comme un mirage lorsque vous vous en approchiez. Il ne restait plus que le drapeau plié en triangle et les mains d'une mère qui le serrait contre sa poitrine. Elias était parti avant que la poussière ne retombe sur la tombe, car rester lui donnait l'impression de se noyer, tandis que partir lui donnait l'impression de respirer. Il avait chevauché vers l'ouest avec une selle, un fusil, et la seule créature sur Terre qui ne lui demanderait pas d'expliquer ses actes. Bléin renifla sa manche. Elias leva la main sans ouvrir les yeux et gratta la large joue du Jelling. « Si tu étais là, dit-il au frère qui n'était pas là, tu me traiterais d'imbécile pour avoir poussé aussi loin par cette chaleur. » Il essaya de rire, mais aucun son ne sortit. Il retira la selle et la couverture du dos de Blaze et laissa le cheval se tenir debout, la tête baissée, les lèvres abaissées, mordillant une touffe d'herbe morte qui avait poussé à travers le sable au bord du rocher. Elias s'assit, le dos contre la pierre. Il tira le bord de son chapeau vers l'avant pour profiter d'un peu d'ombre, mais le sommeil était aussi loin que l'eau. Sa gorge était devenue une bande de cuir. Chaque fois qu'il avalait, elle grinçait. Des chiffres défilèrent dans sa tête. Les kilomètres jusqu'à la crête, le temps qu'il restait avant que le soleil ne descende sur l'emplacement dont il se souvenait d'une source. Quelqu'un à un comptoir commercial avait juré qu'elle n'était pas loin si l'on savait où chercher. L'arithmétique de la survie. Lorsque le soleil s'inclina, la lumière perdit un peu de sa fureur. Les ombres s'allongèrent, prudentes et fines. Elias se releva, attacha la sangle et remit la selle sur Blaze avec le soin d'un homme pansant une blessure. « Très bien, dit-il plus à lui-même qu'au cheval. « Allons-y. » Il recula pour resserrer la sangle. Blaze dressa les oreilles. Le corps entier du Jelling passa en un instant de la relaxation à la tension, comme un arc lorsque la main trouve la corde. Il frappa une fois, 2 fois, 3 fois, comme si le sol était devenu instable sous ses sabots. Sa respiration s'accéléra, ses naseaux se dilatèrent. Il renifla, tournant brusquement la tête vers la fissure étroite dans la roche où l'ombre s'intensifiait jusqu'à devenir noire. « Qu'y a-t-il » demanda Elias, mais il ne faisait que se donner bonne conscience. Il connaissait le langage de cette tension soudaine. Il l'avait souvent observé chez les bovins lorsque les coyotes se faufilaient dans l'herbe, chez les chevaux lorsqu'ils sentaient l'odeur d'un chat. Il jeta un coup d'œil vers la crevasse et ne vit rien d'autre qu'une ligne sombre. « Ce n'est rien, dit-il, parce que les hommes aiment dire cela quand ils veulent que ce soit vrai. »« Doucement, mon garçon. » Blas répondit par un cri rauque et saccadé, ses sabots grattant le sol. Le son traversa Elias comme un clou. Il fit un pas vers la crevasse, plissant les yeux, la main à moitié levée vers le revolver à sa ceinture. La roche lui renvoyait sa propre chaleur, pressée contre son visage. Le vent devint faible et méchant, glissant le long de la pierre. Le cliquetis se fit alors sec comme des graines renversées, mécanique comme une horloge, mais vivant, le son indubitable d'un avertissement qui est aussi une promesse. Il lui parcourut l'échine.
La main d'Élias se crispa sur la crosse de son arme, mais le son était déjà passé de l'avertissement à la conséquence. L'écrivain ne vit pas vraiment le serpent, mais il enregistra son mouvement, épais comme l'avant-bras d'un homme, alors qu'il se déroulait de l'ombre et frappait. Blas-un sursauta et se précipita en avant avec un cri qui était mi-trompette, mi-tissu déchiré. La tête du serpent resta suspendue un instant à gauche du gel, les 4 crocs enfouis dans le corps se tordant dans un puissant S, puis il retomba et disparut dans la fissure. Élias sortit son arme, mais il aurait tout aussi bien pu essayer de tirer sur le tonnerre. Le bruit du sifflement s'estompa dans la roche, puis dans la chaleur, puis dans le néant. Mon Dieu, non! Élias se précipita vers Blaze. Le cheval tituba 2 pas, 3, puis s'effondra sur le ventre. Ses pattes arrière se soulevèrent comme pour se relever, mais en vain. La poussière s'éleva et les recouvrit, tel un voile grossier et étouffant. La bouche de Blain moussait de blanc au coin, les dents découvertes, les yeux roulants jusqu'à montrer le blanc. Ses pattes se croisaient dans la poussière, frappant le sol avec une force qui faisait rebondir de petits cailloux. Le bruit remplissait la poche d'ombre jusqu'à ne plus laisser de place pour respirer. Élias tomba à genoux près de la tête de Blauhorn et posa ses mains sur la joue du Jelling, essayant de calmer les violents tremblements qui le secouaient. Doucement, doucement, reste avec moi, dit-il, et il entendit une partie lointaine et distincte de son esprit le supplier. La morsure se présentait comme une marque fraîchement estampillée, 2 perforations rondes dans la chair juste au-dessus du boulet déjà enflé. Le sang suintait en une ligne sombre et visqueuse qui ne ressemblait pas au liquide vif qui coule chez les animaux en bonne santé. La peau autour des marques était gonflée et tendue, prenant une couleur qui repoussait le regard. Un réseau de veines apparut sous le pelage, comme des racines noires se propageant rapidement dans un sol pâle et grimpant vers le genou. L'air autour de la blessure avait une odeur métallique amère qu'Élias ne croyait pas être entièrement imaginaire. Il avait vu un homme se faire mordre dans un camp, un garçon qui avait tendu la main sous un chariot pendant la nuit, parce qu'il pensait qu'un chien s'était glissé là pour trouver de l'ombre. Il se souvenait de la rapidité avec laquelle le poison avait agi. Comment un visage vivant pouvait se transformer en un masque étranger en l'espace d'une heure? Ce serpent était plus petit que celui-ci. Le calcul était le même, mais les résultats étaient pires. Le corps de Blas était pris de convulsions. Élias glissa son genou sous la mâchoire du Jelling et souleva sa tête pour la caler contre sa cuisse afin qu'elle ne heurte pas la pierre. Il passa une main dans la crinière luisante de sueur et sentit ses propres doigts trembler. Le souffle du cheval était saccadé, puis il prit de longues inspirations tremblantes, puis de petites bouffées qui semblaient s'arrêter à mi-chemin vers les poumons. « Ne fais pas ça, dit Élias, et sa voix était devenue rauque et déformée. Ne me fais pas ça. Des larmes lui brûlaient les yeux avant même qu'il ne comprenne qu'elles étaient là. Et lorsqu'une larme tomba de sa joue sur les poils noirs du cou de Blaze, elle laissa une trace nette dans la poussière, une petite ligne brillante. Il serra plus fort, comme si la force de ses mains pouvait maintenir l'esprit ancré dans le corps de l'animal. Non, ne me quitte pas, Blaze. J'ai besoin de toi plus que tout. Tu m'entends? J'ai besoin de toi. Le désert écoutait sans répondre. Les vautours modifièrent légèrement leur cercle, comme s'ils se consultaient. La chaleur était oppressante. Le cliquetis ne revint pas. Il n'y avait que les sons à l'ombre, le battement frénétique des sabots, puis son ralentissement, le sifflement du souffle de Blaze. Les syllabes déchiquetées qu'Élias ne pouvait s'empêcher de prononcer, même s'il savait qu'elles étaient inutiles. Il n'avait pas pleuré le jour où ils avaient mis son frère en terre. Les larmes s'étaient retirées de lui, un âme, animade de lui, puis s'étaient durcies en quelque chose qui le déchirait de l'intérieur. Maintenant, elles affluaient et il n'aurait pas pu les retenir même s'il l'avait voulu. Il se pencha jusqu'à ce que son front touche Blaze, jusqu'à ce qu'il puisse sentir la peur du cheval et l'odeur aigre du poison qui brûlait en lui. « Reste », murmura-t-il, et ce mot était une prière qu'il ne savait pas qu'il savait encore faire. « Reste avec moi ». Bléin frissonna lorsqu'un autre spasme le saisit. La patte avant se cabra, heurta la roche et tomba. Élias tressaillit à l'idée de la douleur qu'il imaginait, puis resserra son étreinte. La poussière se déposa sur la sueur et les larmes, les transformant en boue. Le monde se réduisit au cercle d'ombre sous la pierre et à la terrible arithmétique qui disait « Tu ne peux rien faire.
Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire tant que quelque chose ne change pas ou qu'il n'est pas trop tard. Elias leva la tête, cligna des yeux dans la lumière aveuglante à l'extérieur de l'ombre et souhaita avec une simplicité qui le fit se sentir comme un enfant de l'eau, de l'aide, un miracle. Puis il baissa à nouveau le front vers les flammes et ferma les yeux, car il n'y avait rien d'autre à faire que de tenir bon. Les mains d'Elias tremblaient tandis qu'il sortait le colt de son étui. Le fer semblait plus lourd que jamais, glissant sous la sueur de sa paume. Ses yeux se fixèrent sur la fente sombre, dans la pierre où le serpent à sonnette avait disparu. La rage s'enflamma en lui comme une tempête soudaine. Ce n'était ni rationnel ni utile, seulement l'impulsion sauvage et vengeresse d'un homme qui voyait son dernier lien avec la vie se tordre sur le sol. Il pointa le canon, respirant bruyamment. S'il pouvait tuer la créature, peut-être que cela lui donnerait le sentiment que justice était faite. Peut-être aurait-il l'impression d'avoir lutté contre le destin. Mais le désert ne permettait pas de tels réconforts. Le sifflement résonna une fois, faible et moqueur, puis s'évanouit dans le silence. Le serpent s'était enfoncé profondément dans une crevasse où aucune balle ne pouvait l'atteindre. Le bras d'Elias trembla. Il jura à voix haute et laissa tomber le revolver. Il heurta une pierre et roula dans la poussière jusqu'à s'immobiliser à côté de lui. Il tomba à genoux, se penchant sur Blaze comme s'il priait. La poitrine du cheval se soulevait violemment sous ses bras. De la mousse éclaboussa la chemise d'Elias tandis que Blaze ouvrait et fermait la bouche, haletant. Le cow-boy pressa son front contre la crinière de l'animal et prononça des mots qui étaient à moitié une supplication, à moitié un sanglot. « Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, mon garçon. » Le désert ne répondit pas. Seul le vent soufflait, murmurant le long des pierres et à travers les épines des cactus. Elias resta là, aveuglé par des larmes qu'il ne savait pas pouvoir encore verser, jusqu'à ce qu'un autre son rompe le silence. Il était doux au début, si faible qu'il crut que c'était le sifflement dans ses propres oreilles. Puis il prit forme, une mélodie basse et régulière qui se faufilait dans l'air chaud comme de la fumée. Une voix de femme, rauque mais douce, chantait dans une langue qu'Elias ne connaissait pas. Les syllabes roulaient avec un rythme semblable à celui de tambours lointains. Toutes les quelques lignes, un mot en anglais hésitant se glissait dans la chanson. Vie, force, souffle, tissé dans le courant de sons plus anciens. Elias leva la tête, stupéfait. Il s'essuya les yeux avec le dos de la main, plissant les yeux dans la lumière éblouissante. Pendant un instant, il crut que le chagrin et la chaleur avaient altéré son esprit. Le désert était vide. Personne ne pouvait se trouver ici. Pourtant, la voix était claire et réelle. Ce n'était pas un écho fantomatique. Il se redressa, le cœur battant à tout rompre. Son regard balaya les rochers, puis il aperçut un mouvement. Derrière un amas de rochers brûlés par le soleil, une silhouette apparut. Au premier abord, elle semblait émerger du désert lui-même, comme sculptée dans l'ombre et la lumière. Elle était jeune, pas plus de 22 ans, la peau bronzée par le soleil, les longs cheveux noirs tressés avec des perles colorées qui reflétaient les derniers rayons du soleil. Chaque perle rouge, bleue ou verte symbolisait son héritage, tout comme les motifs brodés sur la robe qu'elle portait. C'était un vêtement simple, en tissu tissé de la couleur de la terre, mais brodé de motifs géométriques audacieux en cramoisi et indigo. Une lanière de cuir tanné traversait sa poitrine et soutenait une pochette remplie de racines, d'herbes et de petits paquets ficelés. Elle marchait avec une assurance tranquille, ses mocassins soulevant à peine la poussière, comme si elle portait le poids du désert dans son souffle régulier. Ses yeux, sombres comme de l'obsidienne, ne reflétaient ni peur ni urgence, seulement le calme. Ce calme contrastait fortement avec la silhouette tremblante d'Elias et les convulsions du cheval étendu à ses pieds. La chanson s'évanouit dans le silence lorsqu'elle s'arrêta à quelques postes de là. L'air du désert était immobile, comme s'il attendait de l'entendre parler. Son regard se posa sur les flammes, puis se leva vers Elias. Lorsqu'elle parla, ses mots étaient clairs et son ton mesuré, ni suppliant ni incertain. « Votre cheval n'est pas perdu, dit-elle. Je peux le guérir. Mais vous devez y croire. » Sa voix ne trahissait aucune hésitation. Ce n'était pas le réconfort doux de quelqu'un offrant un espoir qu'il ne possédait pas. C'était la cadence régulière d'un ordre d'assurance forgé par des générations.
Ces mots frappèrent Elias comme une soudaine rafale de vent qui le renversa à l'intérieur. Pendant un instant, il ne put que la fixer du regard. Sa poitrine se soulevait. Le souffle court, il chercha sur son visage des traces de moquerie ou de cruauté, mais ne trouva que le calme, une sorte de certitude solennelle. Il voulait lui demander qui elle était, ce qu'elle faisait ici, comment elle était apparue des pierres comme un esprit, mais sa langue était collée à son palais. Aucun son ne sortit. Blas eut un nouveau spasme, ses pattes battant faiblement. Elias sentit le spasme contre ses genoux, entendit le halètement étranglé qui s'échappait de la gorge du cheval. Les yeux du cow-boy enchaînèrent rapidement de l'animal à la femme. La raison luttait contre le désespoir. Elle était apache. Cela ne faisait aucun doute, ayant jugé par sa robe, son accent, les marques de son peuple. Les hommes de la ville parlaient des Apaches avec crainte, avec mépris, avec le genre de mots qui les rendaient hors la loi simplement parce qu'ils existaient. Elias avait entendu toutes les versions possibles, et pourtant, elle se tenait là, lui offrant son aide. Il réalisa soudain que le choix était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. La respiration de Bless 1 se raccourcissait, son corps s'affaiblissait. Que la femme soit réelle ou un esprit, ami ou ennemi, cela n'avait aucune importance. Si elle avait la moindre chance de sauver son cheval, c'était plus que ce qu'il avait lui-même. Sa main, qui avait instinctivement repris le revolver, se relâcha. Lentement, avec effort, il baissa l'arme jusqu'à ce que le canon pointe vers la poussière. Puis il la laissa retomber, cette fois définitivement. Sa voix était rauque et basse, comme des branches sèches craquant dans le feu. Si vous connaissez vraiment un moyen, dit-il en déglutissant, forçant les mots à passer malgré la boule dans sa gorge. Si vous pouvez le sauver, alors faites-le. Je vous croirai. Cette confession le fit trembler, dépouillé de sa fierté et de son armure. Pour la première fois depuis des années, Elias Carter confiait sa vie, et surtout celle de Blay, entre les mains d'une autre personne. La femme inclina légèrement la tête, comme pour sceller un pacte. Dans ses yeux brillait une compréhension tranquille, celle que l'on n'apprend pas dans les livres, mais en vivant près de la mort et plus près encore de la terre. Alors laisse-moi agir, dit-elle doucement. Ayana s'accroupit à côté de Blaze avec le calme de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il faut faire. Elle détacha la sangle de sa pochette en cuir, la posa délicatement sur la poussière et l'ouvrit. Elias se pencha, le souffle court, les yeux écarquillés, mélange de peur et d'incrédulité. Elle commença à sortir des objets de la pochette, un par un, et les disposa sur un tissu rugueux qu'elle étala sur le sol. Une poignée de feuilles de créosote séchées, gassantes et odorantes tomba d'abord dans sa paume. Leur odeur était âcre, tranchant la chaleur lourde de l'air du désert. Vinrent ensuite des lambeaux d'écorce de mesquite, brun foncé, fibreux et rigides. Elle les disposa soigneusement en ligne. Puis elle retira de longs brins de racines de yucca pâle, de couleur ivoire, résistants mais souples, qui s'enroulaient comme des serpents blancs comme l'os sur le tissu. Enfin, elle plaça à côté d'eux une petite fiole en argile. Lorsqu'elle en retira le bouchon, une résine épaisse et sirupeuse scintilla dans la sève d'agave, riche et collante, captant la lumière. Le soin avec lequel elle déposait chaque objet rappelait à Elias un prêtre disposant des vases sacrés sur un autel. Ses mouvements ne trahissaient aucune hâte, aucune panique, seulement une intention délibérée. Elle semblait connaître l'ordre par cœur, comme si ce moment avait été préparé bien avant qu'elle ne sorte de l'ombre. Elias déglutit péniblement, la gorge sèche et irritée. Il avait déjà vu des remèdes préparés dans des villes frontalières, du whisky versé sur des blessures, des feuilles de tabac mâchées et pressées contre des coupures. Mais il n'avait jamais vu une femme agenouillée dans la poussière, tirant la vie des plantes du désert comme si elles étaient de vieilles amies. Cette pensée le troublait et le fascinait à la fois. Ayana prit une pierre de rivière lisse qu'elle transportait dans sa pochette et y déposa une poignée de feuilles de crériasote. Avec une pression régulière, elle les broya. L'odeur âcre envahit l'air, remplissant les narines d'Elias jusqu'à lui faire monter les larmes aux yeux. Il toussa dans sa manche, marmonnant « Dieu Tout-Puissant ». Elle ne leva pas les yeux. Ses mains bougeaient avec rythme. Chaque coup de pierre contre la feuille était délibéré. Lorsque le créasote fut réduit en fragments, elle prit l'écorce de mosquite, la fendit d'un geste habile et la mélangea aux feuilles broyées. Puis vint la racine de yucca.
Elle la coupa en fines lamelles à l'aide d'un morceau d'obsidienne, les hacha finement et les ajouta au tas qui grandissait. Enfin, elle souleva la fiole d'argile et laissa couler goutte à goutte la sève d'agave dans le mélange. La résine liait les morceaux entre eux, les épaississant en une pâte de la couleur de la terre teintée de vert. Ses mains bougeaient rapidement. Pour Elias, cela ressemblait presque à un tour de passe-passe, à un tour de magie. Chaque ingrédient disparaissait sous ses doigts et revenait sous une forme nouvelle, puissante. Il se déplaça sur ses genoux, partagé entre le scepticisme et l'admiration. La partie rationnelle de son esprit avait envie de rire. Les plantes et la sève ne sauveraient pas un cheval mourant empoisonné par le venin d'un serpent à sonnette. Mais une autre partie de lui, plus profonde, s'était accrochée à ses paroles quelques instants auparavant. Il se pencha en avant, désespéré de croire. Et Yana ramassa des brindilles sèches au pied des rochers et alluma un petit feu, le ravivant à l'aide d'un silex. Bientôt, les flammes vacillèrent, projetant de longues ombres sur le sol. Elle plaça une pierre plate sur les braises, puis y déposa le mélange. La fumée s'éleva en volutes pâles et sinueuses. L'odeur était désormais irrésistible, amère, piquante, étrangement sucrée sur les bords. Elias eut un haut le cœur, mais il sentit les poils de ses bras se hérisser. La fumée s'épancha sur le corps de Blas, dérivant sur ses muscles tremblants, ses côtes haletantes. Elle se posa comme un voile. Elias frissonna lorsqu'elle toucha son visage. L'air semblait s'épaissir, chargé d'une chose qu'il ne pouvait nommer. Il se frotta les bras, la chair de poule se dressant malgré la chaleur implacable. Le monde au-delà de la fumée s'estompa, l'éclat aveuglant du désert s'adoucissant en une brume. Ayana se pencha plus près, observant le mélange bouillonner et siffler sur la pierre. Lorsqu'il atteignit la consistance qu'elle recherchait, elle le souleva à l'aide d'un morceau de tissu et l'apporta à Blas. Le cheval remua faiblement lorsque son ombre tomba sur lui. Son corps fut à nouveau secoué de convulsions, ses sabots grattant le sol. Elias tendit la main pour le stabiliser, murmurant frénétiquement « Doucement, mon garçon, doucement », et Anna trempa ses doigts dans sa pâte et l'étala en couche épaisse sur les blessures. Blanc hurla les dents serrées, secouant sa jambe, mais elle appuya fermement, maintenant le remède en place. « Reste avec moi », murmura-t-elle, s'adressant davantage au cheval qu'à l'homme. Elias tressaillit au cri de Blas, mais se força à ne pas intervenir. L'odeur était âcre et lui piquait les yeux, mais il ne pouvait détourner le regard. Il vit la chair enflée recouverte de la substance sombre. Il vit comment elle adhérait comme de l'argile, isolant la blessure de l'air. Lorsqu'elle eut terminé, Aitana plongea à nouveau la main dans sa pochette. Cette fois, elle en sortit un petit sac en cuir. Elle le défit avec précaution, révélant une fine poudre rouge. Avec une précision patiente, elle la saupoudra sur le sol, traçant un cercle autour de la jambe blessée de Blaise. Chaque poignée de poudre tombait en un arc mesuré, formant une ligne ininterrompue, sans précipitation. Le cercle brillait sur le sable terne, lumineux et étrange, comme s'il avait été dessiné avec du sang. Elias retint son souffle. Cela ne semblait pas être une simple décoration, quelque chose dans le soin avec lequel elle le marquait et déclarait son caractère protecteur. Il leva les yeux, s'attendant presque à ce que le ciel réponde, mais seule la fumée et la chaleur scintillaient au-dessus de lui. Elle s'agenouilla à nouveau, posa doucement ses deux paumes sur la blessure de Blaise et ferma les yeux. Ses lèvres bougèrent. Les mots sortirent doucement au début, puis gagnèrent en force, un chant en apache qui roulait bas et résonnait comme le murmure d'un tonnerre lointain. Chaque phrase avait du poids et faisait écho à des voix plus anciennes que la sienne. De temps en temps, un mot anglais ponctuait le flux de la vie. La force revient. Le chant s'entremêlait avec la fumée, le vent, le crépitement du feu. Elias avait l'impression que tout le désert s'était arrêté pour écouter. Il fixait sa tête inclinée, la façon dont ses cheveux tombaient vers l'avant, les perles scintillant à la lueur du feu. Le son de sa voix l'enveloppait, l'entraînant dans son rythme. À côté de lui, les halètements de Blas ralentirent. Les spasmes ne disparurent pas, mais leur violence s'atténua. Ses yeux roulaient moins frénétiquement, sa respiration était moins saccadée. Elias se pencha avec espoir, tremblant dans sa poitrine comme un oiseau fragile. Il essuya la sueur de son front d'une main tremblante. Le revolver à ses côtés lui semblait désormais ridicule, absurde. À quoi servaient les balles contre le poison ou le destin?
Il laissa sa main retomber, les doigts recroquevillés dans le vide. Pendant des années, il avait entendu les hommes dans les saloons cracher le mot Apache comme une malédiction. Il les traitait de sauvages, de tueurs, de voleurs. Et pourtant, devant lui s'agenouillait une femme dont les mains bougeaient avec patience et assurance, dont la voix redonnait vie à son compagnon. Il n'y avait rien de sauvage en elle, seulement de la force, seulement de la bienveillance. Il repensa à tous les kilomètres qu'il avait parcourus avec Blaze chaque nuit, lorsque le souffle du cheval était sa seule compagnie. Le perdre signifierait perdre le dernier ancrage d'une vie à la dérive. Et voilà qu'une inconnue se battait pour la vie de Blaze avec autant d'acharnement que lui-même. Elias eut la gorge serrée. Il ne parla pas, craignant que le moindre son ne brise le charme. Au lieu de cela, il resta immobile, la sueur coulant sur ses tempes, les yeux rivés sur le rituel qui se déroulait. Il regarda le chant d'Ayana monter et descendre, tandis que ses mains appuyaient doucement sur la jambe de Blaze, que la fumée tourbillonnait et que le cercle rouge semblait pulser d'un feu caché. Le désert était devenu un sanctuaire, un lieu où la croyance et le désespoir s'entremêlaient. Elias sentit ses propres doutes vaciller, puis s'effondrer. Peu lui importait qu'il s'agisse de médecine, de magie, de foi ou de fable. Il savait seulement que pour la première fois depuis l'attaque du serpent à la sonnette, un espoir ténu, tremblant mais réel, brillait en lui. Il attendit donc, silencieux comme une pierre, pendant que le rituel se poursuivait, que le désert écoutait, que son cheval luttait pour sa vie entre les mains d'une femme que le monde ne comprendrait jamais. Le chant d'Ayana s'éteignit peu à peu. La fumée se dissipa, le cercle rouge resta intact dans la poussière, et le puce sombre collait à la jambe enflée de Blaze, comme une seconde peau. Elle retira ses paumes du cheval, prit une inspiration profonde et leva les yeux vers Elias. La médecine soutient le corps, dit-elle d'une voix basse et assurée. Mais l'âme doit entendre ton appel. Dis-lui pourquoi il doit rester. Donne-lui une raison. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans la poitrine. Un défi, certes, mais plus encore, un fardeau qu'il avait évité pendant des années. Il la fixa en clignant des yeux. À quand remontait la dernière fois où il avait dit à voix haute quelque chose d'important? Peut-être le matin où ils avaient enterré son frère. Peut-être jamais. Elias déglutit. Il avait un goût de poussière et de vieux désespoir dans la bouche. Il se rapprocha jusqu'à ce que ses genoux touchent le sol à côté de la tête de Blaze. Le souffle du cheval était court et chaud contre son poignet. Elias posa une main tremblante le long de la ligne humide du cheval noir. Il sentit les tremblements qui parcouraient encore son cou puissant. Il sentit le fil obstiné de la vie qui continuait à se tisser sous sa paume. « Hé, mon garçon » murmura-t-il, et ses forces l'abandonnèrent. Il se pencha jusqu'à ce que son front repose dans le creux chaud à la base du cou de Blaze. L'odeur qui s'en dégageait, celle du cheval, du soleil et de la fumée, s'élevait comme quelque chose de sacré. « Je suis là », dit-il d'une voix rauque et faible. « Je suis là. » Le chant derrière lui reprit sous la forme d'un murmure faible, comme un battement de cœur que l'on pourrait entendre si l'on se penchait suffisamment près du sol. Il n'était pas fort et ne le guidait pas. Il maintenait simplement l'air stable, un rythme sur lequel il pouvait calquer sa propre voix. Il prit une inspiration qui lui racla la gorge et commença. « Tu te souviens du matin où ils ont annoncé la nouvelle » dit-il doucement, comme s'il s'adressait à Blaze, mais aussi à quelqu'un d'autre qui pourrait écouter. « Je réparais une clôture qui n'avait pas besoin d'être réparée. Maman est sortie sur le porche avec cette lettre dans les mains, et le monde a changé de forme. Il m'a semblé plus petit, plus faux. » Il ferma les yeux et revit le drapeau plié en triangle pressé contre la poitrine de sa mère. La façon dont ses doigts s'y agrippaient, comme si le tissu pouvait l'ancrer au sol. Ils ont dit que mon frère était courageux, qu'il était mort en faisant son devoir, comme si cela rendait un homme moins mort. Après les funérailles, je ne supportais plus le ranch. Chaque centimètre carré sentait son odeur. J'ai scellé mon cheval et je suis parti, car rester là me donnait l'impression de me noyer. Son souffle se coupa. Des larmes chaudes coulaient sans honte sur ses joues. Elles traçaient des lignes nettes dans la saleté. Elles imprégnaient la crinière de Blaze. Tu étais là quand je ne voulais personne près de moi. Il continua. Je n'écoutais personne, mais j'écoutais le bruit de tes sabots. Je chevauchais jusqu'à ce que mes jambes soient à vif et que mon esprit se vide. Et quand je m'arrêtais, tu étais toujours sous moi. Tu étais la seule chose qui ne mentait pas.
la seule chose qui restait. Les côtes de Blas se soulevaient et s'abaissaient faiblement, de manière irrégulière. Elias leva la main et lissa les poils mouillés derrière l'oreille de Jelling, comme on apaise un poulain effrayé. Je n'ai cessé de courir depuis, dit-il. Je me suis enfui de la maison, de la tombe, de l'écho de mon nom dans une pièce vide. J'ai travaillé avec le bétail jusqu'aux montagnes. J'ai dormi sous le ciel plutôt que sous un toit. Je n'ai jamais pu poser ma tête quelque part où je me sentais chez moi. Il déglutit. Sauf sur toi. La voix d'Ayana flottait de l'autre côté de Blaze, un filet de son serpentant à travers la chaleur. La force revient. Les mots gisaient dans la poussière à côté des siens. Il prit une autre inspiration et un autre souvenir surgit soudainement et vivement. « Tu te souviens de la route frontalière ?» murmura-t-il. « La nuit sans lune, j'ai été assez stupide pour couper à travers le ravin afin de gagner 1 heure. Ils sont sortis du buisson avec des fusils et une corde, riant comme des coyotes qui sentent le sang. Il sentit Blaze tressaillir légèrement sous sa main, comme si le cheval aussi pouvait se souvenir de cette vieille terreur. L'un d'eux s'est approché suffisamment pour lancer une corde autour de mon cou. J'ai cru que c'était fini. J'ai cru que j'allais mourir avec mes bottes pleines de sable. Il laissa le silence imprégner l'image un instant, la corde sifflant dans les airs, les dents brillantes de l'homme qui riait. « Mais si tu avais une autre idée, dit-il avec un petit sourire craquelé, la bouche tordue. Tu as baissé la tête et tu l'as frappé comme un éclair noir. Tu l'as mis KO, puis tu t'es enfui. Mon Dieu, tu as couru sur les rochers, tu as traversé des lits de rivières asséchés et tu es descendu de l'autre côté. Nous avons couru toute la nuit et au matin, le soleil s'est levé et j'étais en vie grâce à toi. » La main d'Elias hocha la tête vers le crâne de l'homme de Blas. « Si tu n'avais pas été là cette nuit-là, dit-il d'une voix brisée, je ne serais plus qu'un tas d'os rongés, un cercle de traces dans le sable et rien d'autre. » Il leva la tête, les yeux brûlants. Il n'y avait personne à impressionner ici. Aucune fierté à entretenir. Seulement la vérité, nue et dure. Il la laissa venir. « Écoute-moi, dit-il en se penchant vers l'oreille noire. Si je te perds maintenant, je n'ai plus rien. Tu comprends? Plus rien. Tu n'es pas seulement un cheval pour moi. Tu n'es pas un outil, ni une monture, ni un moyen de traverser un bout de campagne. Tu es ma famille. Tu es la raison pour laquelle je mets un pied devant l'autre quand la journée est longue et difficile. Tu es la dernière chose chaleureuse que le monde ne m'a pas enlevée. » Les mots, autrefois avares, jaillirent comme l'eau d'une gourde fendue. « Ne pars pas. Ne me laisse pas. Reste, Blaze. Reste parce que j'ai besoin de toi. Reste parce que nous avons des kilomètres à parcourir et que je ne sais pas comment les parcourir sans toi. » Sa voix s'est effondrée sur la dernière syllabe. Il s'est penché sur la gelée et a laissé les sanglots le submerger, sans se soucier de ce qu'ils pouvaient signifier. Il n'avait pas pleuré sur un homme enterré. Il pleurait maintenant sur un cheval mort, et ses pleurs lui donnaient l'impression que quelque chose en lui cédait enfin, là où cela aurait dû céder depuis des années. De l'autre côté de Blaze, Ayana ne l'interrompit pas. Elle ne lui offrit ni réconfort ni explication. Elle l'observait avec des yeux à la fois bienveillants et perçants, comme si elle pouvait voir non seulement l'homme devant elle, mais aussi les vides qu'il avait transportés tout au long de son long voyage à travers le monde. Pour elle, cela faisait partie du travail que les plantes ne pouvaient accomplir. C'était au cœur de le faire. Elle posa à nouveau ses paumes légèrement sur le puce, comme pour maintenir la chaleur du remède, tandis que les paroles du cow-boy brûlaient lentement. Après un certain temps, des minutes, des heures, l'horloge n'avait plus aucune signification. Dans cet espace confiné d'ombre et de fumée, la voix d'Ayana s'adoucit jusqu'à devenir silencieuse. Elle s'adossa sur ses talons. Les sanglots d'Elias s'atténuèrent, puis s'arrêtèrent pour laisser place à une respiration sèche et tremblante. Il garda son front contre le cou de Blaze, écoutant comme un pénitent les petits bruits de la vie, les halètements et les soupirs, les déglutitions, le murmure de la peau contre la poussière. Le soleil passa indifférent de la hauteur féroce de l'après-midi au bord rouge du soir. La couleur commença à se répandre dans le ciel dur, d'abord doré, puis s'intensifiant vers le cuivré, puis virant au violet. Les montagnes à l'horizon se précisèrent, puis s'adoucissaient, puis semblaient se rapprocher à mesure que la lumière baissait.
Les ombres s'écoulaient des rochers comme de l'encre. Le temps ralentissait, il s'étirait en longs fils fins. Elias comptait les respirations sans le vouloir, craignant de compter la dernière. Chaque mouvement du corps de Blas lui semblait être un message. Ce spasme signifiait combat, celui-là signifiait échec. Et cette pause signifiait que le monde retenait son souffle. Au début, ils ne parlèrent pas. Il n'y avait rien de plus important à dire que de rester immobile et d'écouter. Quand les mots finirent par venir, ils furent doux. Je dormais dans des dortoirs, murmura enfin Elias, d'une voix rendue rauque par tout ce qu'elle avait porté. Des lanternes à pétrole qui brûlaient faiblement. Des ronflements, une odeur de cuir et de sueur si forte qu'elle s'imprégnait dans vos vêtements. J'ai déménagé quand cela est devenu trop familier. Je ne supportais pas les murs qui se souvenaient de moi. Il passa sa manche sur son visage. J'ai passé plus de nuits sous les étoiles que sous un toit. Certaines nuits, je me disais que c'était ça, la liberté. D'autres nuits, j'avais l'impression d'être le dernier homme sur Terre. Les mains d'Ayana étaient jointes sur ses genoux. Elle était assise, les jambes repliées sur le côté, le regard tourné vers la crête lointaine. Nous déplaçons nos camps, dit-elle dans un anglais prudent mais assuré. Pas pour les étoiles pour les soldats. Les coins de sa bouche ne se durcirent pas. Sa voix ne portait aucun reproche. Elle portait une information. Ils prennent un lettre et disent « Nous devons aller là où ils nous indiquent. Nous y allons parce que nous devons protéger nos enfants et nos aînés. Nous gardons le silence sur qui nous sommes. » Elle tapota légèrement sa poitrine. Même quand le monde nous dit d'oublier. Elle regarda la poitrine de Blas, dont le mouvement régulier de montée et de descente les deux faisaient semblant de ne pas mesurer. C'est une vie difficile, mais nous essayons de la vivre correctement. Elias acquiesça, comme si une compréhension le traversait. Une compréhension non pas de sa vie, qu'il ne pouvait prétendre connaître, mais de son poids. Nous sommes tous les deux des vagabonds, dit-il, pour des raisons différentes. Même poussière, même ciel, ajouta-t-elle. Pour la première fois, un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Parfois, le ciel suffit. Un vent se leva, comme s'il avait été invoqué par leur aveu, pas fort mais pur. Il glissa le long du rocher et se faufila entre les aiguilles du saguaro. Une musique sèche qui ne sifflait pas tant qu'elle ne fredonnait. La fumée qui flottait près du sol s'éleva et s'éloigna en voile délicat, comme si quelque chose en elle avait terminé son travail et était prête à partir. Au-dessus d'eux, un faucon fendit l'air d'un seul battement d'aile et poussa un cri clair et féroce qui résonna longtemps après qu'il eut fermé le bec. Elias leva la tête pour regarder. Le cri lui donna des frissons dans le dos, mais ce n'était pas de la peur. Il ne le dit pas à voix haute, car il n'était pas du genre à croire aux signes, mais la pensée lui vint quand même, que ce soit de bon augure. Qu'un être vivant insuffle la vie à un autre, et Yana ne leva pas les yeux. Elle observait le flanc de Blaze. « Écoute, dit-elle doucement. » Il écouta. Au début, il n'entendit que ce qu'il avait déjà entendu, le mouvement saccadé de l'air dans une poitrine qui peinait. Puis il se rendit compte qu'il y avait une différence. Le rythme avait changé. Ce qui était irrégulier était désormais moins saccadé. Ce qui était trop rapide s'étirait désormais un peu plus longtemps. Les poumons du cheval semblaient avoir trouvé un rythme qui, sans être facile, était au moins régulier. Le corps de Blaze tremblait toujours, mais les secousses violentes étaient devenues de petites vagues qui le traversaient et s'éloignaient à nouveau. Elias sentit quelque chose se détendre en lui. Il ne s'y fiait pas. Il n'osait pas. Il appuya sa paume sur le cou de Blaze et garda la voix basse. « C'est ça, dit-il, comme s'il encourageait un feu à absorber du bois humide. C'est ça, mon garçon. Respire. Reste avec moi. » Le temps s'écoulait par petites pitiés mesurables. Une autre respiration. Encore une. Le rouge du ciel s'intensifia jusqu'à devenir couleur de vin. Les premières étoiles timides apparurent comme des clous enfoncés dans du velours. Elias réalisa qu'il pouvait sentir le cœur du cheval à travers sa joue, un battement qui avait été trop rapide, trop faible, et qui maintenant frappait lentement et obstinément contre sa peau. Blanc remua, non pas avec les secousses d'un corps pris par le poison, mais avec le mouvement incertain d'une créature qui se teste. Son avant-train fléchit et se stabilisa. L'oreille la plus proche d'Elias se tourna vers la voix du cowboy, puis vers le murmure d'Ayana. La paupière glissa sous les cils comme si l'animal essayait de retrouver la vue. Elias respirait à peine.
Il se tenait si immobile que ses muscles lui faisaient mal. Allez, murmura-t-il. Allez, vieux fou, ne me laisse pas parler tout seul, et Yana posa une main sur l'épaule du cheval. Son pouce appuya sur une ligne qui pouvait être un point de pression ou une bénédiction. Il t'entend, dit-elle. Il est en train de décider. Elias eut un rire impuissant et rauque, alors je vais lui donner une raison de faire le bon choix. Il se pencha jusqu'à ce que sa bouche effleure presque l'oreille. Je t'avais dit que nous irions à l'eau pendant la nuit. Je ne mentais pas. Il y a une source cachée sous cette crête. Le vieux traître l'avait juré. Toi et moi, nous allons boire jusqu'à ce que nos estomacs débordent. Et je vais gratter le sel de ta peau. Et tu me détesteras pour avoir frotté cette jambe. Mais tu te lèveras parce que tu es têtu. Et parce que tu m'aimes de la même façon que je t'aime, méchamment et sans raison. Tu m'entends? Nous n'en avons pas fini. Il ne savait pas si les chevaux comprenaient les mots. Il savait qu'ils comprenaient les voix. Il mit tout ce qui lui restait dans la sienne. Les paupières de Blaise se levèrent d'abord légèrement, puis davantage. Le globe sombre de l'œil était voilé par la douleur, mais vivant. Il cherchait sans se concentrer, puis il trouva l'ombre qui était la silhouette d'Elias. L'oreille remua. Le cheval émit un son qui n'était ni tout à fait un hennissement, ni tout à fait un gémissement. Une note douce et haletante, quelque part entre les deux. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un nom humain pour une créature à quatre pattes. Elias porta la main à sa bouche, comme pour retenir quelque chose qui voulait s'échapper de lui. Il s'étouffa et échoua lui aussi, et un rire éclata sous un sanglot. Puis tous deux se transformèrent en larmes qui n'avaient rien de désespéré. « Blaise, dit-il. Puis il répéta, incapable de s'arrêter. « Blaise. » Le Gerling essaya de lever la tête, mais n'y parvint pas. Au lieu de cela, il la tourna d'1 centimètre vers la voie. Ce mouvement lui coûta cher. Elias vit la douleur se contracter le long des muscles de la mâchoire, vit le frisson qui parcourut le cou, mais le cheval maintint la rotation et son regard se vitrifia alors qu'il se fixait sur lui. La bouche d'Ayana s'incurva, non pas de surprise, car elle n'avait aucun doute, mais avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui regarde une graine germer exactement au moment où elle le devrait. Elle ne se réjouit pas, ne proclama pas victoire. Elle se contenta d'acquiescer une fois, comme pour elle-même, et laissa ce moment appartenir aux deux êtres qui l'avaient mérité. Elias posa à nouveau son front sur Blaise et rit et pleura en même temps jusqu'à ce que son corps tremble. « Merci, dit-il inutilement à tout, au cheval, à la femme, aux plantes, au vent, à tout Dieu qui l'écoutait. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci d'être resté. » Il sentit le regard d'Ayana posé sur lui et le monde devint flou. Elle était assise, immobile, les mains jointes sur ses genoux, les yeux doux, empreints d'une tendresse farouche. « Il est fort, dit-elle. Toi aussi. Tu as dit les mots dont il avait besoin. Je ne savais pas que je les avais, admit Elias en s'essuyant le visage avec une manche sale et en étalant de la boue. Il rit une fois de plus, maintenant embarrassé par son propre bruit. Je ne savais pas qu'ils étaient encore en moi. Ils attendaient, dit-elle simplement, comme de l'eau sous un rocher. Il regarda le puce dans le cercle du feu qui brûlait faiblement en braise. Il regarda les perles dans ses cheveux, chacune scintillant dans la dernière lumière du jour. Il sentit les sabots de son cœur cesser de courir et commencer à se tenir debout. Blay expira longuement et lentement, comme s'il se débarrassait d'un fardeau trop lourd à porter. Lorsqu'il inspira à nouveau, sa respiration fut plus facile. Il n'était pas guéri, le gonflement n'avait pas disparu, le poison n'avait pas été neutralisé par la magie. Mais la vie lui avait tourné le dos, et c'était déjà un miracle. Le crépuscule finit par s'installer et les enveloppa. Le ciel prit une teinte violette, puis indigo. La première véritable brise nocturne souffla depuis les pierres refroidies et souleva les bords du tissu qu'Ayana avait étendu. Au loin, un coyote hurla et un autre lui répondit. Le monde semblait à nouveau vivant. Elias posa une dernière fois sa joue contre le cou chaud de Blaise. « Nous n'avons pas fini, » répéta-t-il doucement, non plus comme une supplication, mais comme une promesse. « Tu m'entends? Nous n'avons pas fini. Loin de là. » Elias s'essuya le visage avec le dos de la main et regarda la femme qui avait changé le cours de la journée grâce à la fumée d'herbe et à une détermination à toute épreuve qui ne vacillait pas, contrairement à lui. « Sans toi, dit-il d'une voix tremblante comme une branche verte sous un vent trop fort, j'aurais tout perdu. Je ne sais pas comment te remercier. »
Il fouilla dans sa sacoche, maladroit à cause de l'épuisement et du soulagement. Des pièces de monnaie cliquetèrent, petites et ternes à force d'avoir été utilisées. Il les posa sur le sable, puis ajouta un peu de viande séchée, enveloppée dans un tissu et une tasse en étain, à moitié remplie provenant d'une gourde de rechange qu'il avait oubliée là. Les offrandes semblaient maigres et ridicules dans la poussière, mais c'était tout ce qu'il avait. S'il vous plaît, dit-il en posant le paquet à ses pieds, les deux paumes ouvertes comme s'il déposait une arme. Prenez ceci. Vous avez sauvé sa vie et la mienne. Ayana secoua la tête une fois. Son refus était doux mais catégorique. Je n'en ai pas besoin, dit-elle. Son ton n'était ni méprisant ni doux, seulement clair. Rappelez-vous plutôt que nous ne sommes pas des sauvages. Les Apaches sont les enfants de cette terre. Nous savons guérir. Nous savons vivre. Ces mots étaient simples. Ils frappèrent plus fort que tous les sermons qu'Elias avait jamais entendus. Il avait écouté les discours dans les villes frontalières, les histoires courageuses que les hommes racontent pour cacher leur peur. Les Apaches comme des ombres armées de couteaux, comme des voleurs de bétail, comme des sauvages sans loi. Et là se tenait une femme dont les mains avaient stabilisé son cheval et son cœur avec plus de loi que la plupart des juges, une loi plus ancienne et plus profonde que n'importe quel papier. Il fixa les pièces de monnaie qui composaient son maigre paiement et sentit la honte lui brûler la nuque. Il repoussa le paquet, puis s'inclina, non pas devant elle, mais devant la vérité. Je le raconterai. Il parla d'une voix plus grave, plus pesante. À tous ceux qui voudront l'entendre, je raconterai ce que j'ai vu. Je leur dirai qui nous a sauvés et comment. Je leur dirai ce qu'on m'a appris à penser et en quoi c'était faux. Quelque chose qui ressemblait à du soulagement passa sur son visage, non pas parce qu'elle avait récupéré sa dette, mais parce qu'un point avait été clarifié. Dans la dernière lueur du feu, ses yeux semblaient à la fois très noirs et très brillants. « Bien, dit-elle. Puis, après une petite pause, comme si elle mesurait ses mots à l'aune de sa vie, « Ton cheval a encore beaucoup de chemin à parcourir. Toi aussi. N'oublie pas que la route n'est pas seulement la tienne. » La phrase s'abattit sur ses épaules comme un manteau dont il ne savait pas qu'il avait besoin. De l'espoir, oui, et un soupçon de devoir. Il acquiesça, incapable de formuler une réponse qui ne se briserait pas dans sa bouche. Il porterait ses mots comme il portait une carte qu'il consultait souvent. Ayana se leva. Les perles tressées dans ses cheveux captaient les derniers rayons du soleil. Elle souleva la pochette d'herbe, attacha la sangle sur sa poitrine et regarda une dernière fois la flamme, le lent soulèvement des côtes, le pu accumulé comme un bouclier. Satisfaite, elle se tourna vers la campagne où le jour se refroidissait et prenait des teintes violettes. Elle marcha sans se presser. Les broderies qui ornaient l'ourlet de sa robe ondulaient dans le vent comme de petites flammes. À chaque pas, la distance entre eux s'élargissait. Et Elias ressentait cela comme une petite douleur derrière les côtes, comme on ressent la distance quand on n'y est pas encore habitué. Elle quitta le cercle de la petite lumière de leur feu pour s'enfoncer dans l'obscurité plus vaste du désert. Sa silhouette s'estompa, devenant une forme faite de suggestions et de couleurs, puis de contours, puis de rien du tout. Le sable tentait de garder trace de son passage dans de doux ovales que la brise effaçait presque aussitôt. Elias regarda jusqu'à ce qu'il ne serve plus à rien de prétendre qu'il pouvait encore la voir. Il attendit que le silence envahisse l'endroit où sa voix avait résonné. Et quand cela ne se produisit pas, quand il crut entendre un faible écho de la chanson précédente portée par le vent, il ne se traita pas d'imbécile. Il laissa le son être ce qu'il était. Un fil de foi dans un monde qui avait été avare de telles choses. Il s'assit à nouveau à côté de Blaze. Le Jelling poussa un long soupir. Elias posa sa main sur le cou du cheval et sentit les battements d'un cœur qui avait l'intention de continuer. Il respira en réponse, et pour la première fois depuis très longtemps, il ne se sentit pas seul. Ils trouvèrent de l'eau au crépuscule le lendemain, sous un rebord rocheux, où une petite source s'écoulait dans un bassin peu profond, recouvert d'empreintes de sabots et de traces d'oiseaux. Elias le vit d'abord à la façon dont les mouches se rassemblaient et dont les herbes d'apparence douce aux siennes verdirent. Il rit d'un son rouillé et guida Blaun sur la pente la plus sûre, lui parlant à chaque pas comme un homme qui guide un enfant à travers une foule. Doucement. Encore un. Tu y es. Il laissa Blaun boire par petites gorgées, en relevant la tête entre chaque gorgée, comme le vieux Vaqueros le lui avait appris, afin que l'eau lui fasse plus de bien que de mal.
Puis il remplit d'une tasse et la versa lentement sur la jambe enflée, observant le pus boueux et sombre se détacher sur les bords et devenir lisse. L'odeur était aussi forte que la veille. Il remit soigneusement le reste du mélange en place et le banda avec un morceau de sa propre chemise. Ils restèrent près de la source pendant 2 nuits et un jour. Elias ramassa des branches mortes pour alimenter un feu prudent, dormit par intermittence, la tête posée sur la selle, et se réveillait chaque fois que Blaze bougeait pour compter ses respirations dans l'obscurité. Il parlait peu, et quand il le faisait, c'était au cheval. C'est bon, tout va bien. Et parfois, il se contentait de prononcer le nom du cheval, qui semblait avoir un effet apaisant lorsqu'il était prononcé de la bonne manière. Le deuxième soir, le gonflement avait ralenti. Les veines noires avaient reculé. Les convulsions n'étaient pas revenues. Blanc essayait de renifler avec plus d'intérêt et donnait des coups de nez à l'épaule d'Elias avec une sorte d'arrogance retrouvée. Quand Elias dénudait la jambe pour la nettoyer à nouveau, il voyait ce que le désert n'oublierait pas. 2 trous jumelés où les crocs s'étaient enfoncés profondément et les prémices d'une cicatrice sombre comme du café renversé. Il appuya légèrement 2 doigts sur l'endroit et sentit que l'avenir n'y était pas inscrit comme une malédiction, mais comme un rappel. Il hocha la tête. « Une marque, dit-il. Très bien, nous la porterons. » Il sourit d'un air ironique. « Nous avons porté pire. Le matin de leur départ, la lumière était claire et fine, comme celle que l'on obtient après que l'air a évacué toute la chaleur qu'il pouvait pendant la nuit. » Elias serra la selle tandis que Blain dressait l'oreille et agitait la queue pour chasser les mouches. Et ce geste ordinaire ressemblait à une prière exaucée sans trompette ni fanfare. Il conduisit d'abord le cheval à pied, testant ses jambes sur le gravier et la terre dure recouverte de poussière molle. Quand la démarche de Blas se stabilisa, raide, certes, mais sûre, Elias se hissa en selle, s'installant dans le cuir comme dans ses propres os. Et ils recommencèrent. Ils ne changèrent pas leur vie d'un seul coup, car les miracles, comme les blessures, guérissent en fonction de ce que vous faites ensuite. Elias travailla dans les villes frontalières et les ranchs infestés de mouches. Il accepta des salaires journaliers, chassant les animaux errants des Aoyos et effectuant des gardes de nuit qui s'étendaient jusqu'à l'aube dans ses yeux. Il chevaucha le long des clôtures qui faisaient paraître l'horizon comme un mensonge. Boulain apprit un nouveau rythme, moins précipité qu'auparavant, plus régulier. Elias s'y adapta. Ils voyagèrent ensemble comme les 2 parties d'un hymne, et la mélodie changea, l'harmonie s'approfondit. Parfois, un conducteur de diligence lui demandait « Qu'est-il arrivé à ta jambe ?» Avec ce mélange particulier de curiosité et d'inquiétude que développent les hommes qui vivent trop longtemps avec leurs propres problèmes. Elias répondait « Un serpent m'a mordu ». Et si le conducteur disait « C'est vraiment dommage », il ajoutait « Pas autant que ça aurait pu l'être ». Et il en restait là, à moins que l'homme ne veuille en savoir plus. Souvent, personne ne posait de questions. Les jours s'empilaient comme des cartes, et l'esprit d'Elias s'apaisait, à la manière des hommes qui savent quelles pensées laisser de côté. Mais le soir, à une table de saloon recouverte de bière renversée et de vieilles histoires, ou près d'un feu de bois qui crépitait et projetait des étincelles dans un ciel si rempli d'étoiles qu'on pouvait presque les entendre, quelqu'un disait « Raconte-nous une bonne histoire, Carter. » Et le flot des conversations changeait de direction. Il ne commençait pas toujours par le serpent. Parfois, il commençait par la chaleur, car c'était elle qui avait tout déclenché, et par l'aspect particulièrement sinistre que prend la terre lorsqu'elle tente de vous affamer. Parfois, il commençait par le bruit d'un hochet, car c'était ce bruit qui s'était ancré dans son esprit. Mais quel que soit le point de départ, il en arrivait toujours au même milieu, une voix chantant d'une manière étrange et grave. Une jeune femme sortant de la pierre comme si le désert avait décidé de rendre quelque chose qu'il avait gardé trop longtemps. Des mains qui connaissaient le nom des plantes, ou les cueillir et quand demandait à un homme de dire les mots qu'il avait enfouis. Les hommes autour d'un feu ricanent au mauvais moment si vous racontez une histoire de travers. Certains ont ri au début, comme rient les hommes lorsqu'ils s'imaginent plus intelligents que le monde. Des herbes dans une chanson, disait-il. Allez. Elias ne discutait pas. Il repoussait son chapeau en arrière et buvait lentement, non pas parce qu'il aimait le goût, mais parce qu'une pause peut faire parler à votre place. Puis il hochait de la tête vers le feu où le cheval était attaché, patient comme un poteau, et pointait du doigt.
Voyez que la cicatrice a pris feu et que la lumière y est restée comme dans du verre. Voilà votre preuve. Le silence s'installait, pas toujours respectueux, pas toujours convaincu, mais curieux à l'ancienne manière humaine. Les hommes se penchaient un peu plus près. Quelqu'un qui avait été bruyant auparavant redressait son gilet et regardait ses mains. Et Elias continuait non pas pour convaincre qui que ce soit, mais pour payer ce qu'il devait. La femme a dit une chose que je garde, il leur dirait. Elle a dit que son peuple n'était pas ce qu'on m'avait dit. Elle a dit qu'ils étaient de cette terre. Et j'ai vu que c'était vrai, parce qu'elle lui parlait comme on parle à un cousin qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Poliment, mais avec le droit de demander de l'aide. Elle a refusé l'argent que j'ai déposé et m'a demandé de me souvenir. C'est ce que je fais ici. Boire votre whisky et tendre l'oreille. Vous vous souvenez? Il n'a pas enjolivé les choses. Il n'en avait pas besoin. L'histoire était concise et suffisante. Le désert lui avait appris à se passer du superflu. Une fois, dans une ville où les soldats défilaient encore le dimanche au son d'une fanfare qui faisait semblant de ne pas être fatigué, un éleveur, l'argent dans les poches et le souci sur le visage, écouta Elias sans ciller. Un mois plus tard, ce rancher engagea un petit groupe d'Apaches, hommes et garçons, pour briser les cultes dans un terrain vague où personne ne les dérangeait. Les gens le remarquèrent. Personne ne le dit à voix haute. Les hommes aiment trop la sécurité de leurs anciennes frontières. Mais quelque chose avait bougé d'un demi-centimètre, et parfois, un demi-centimètre, est tout ce dont le monde a besoin. Les années mûrirent et s'envolèrent. Le museau de Blas blanchit. Les cheveux d'Elias, ceux que le soleil n'avait pas brûlés, suivirent. La cicatrice sur la patte du cheval resta de la même couleur que le jour où elle s'était formée, d'un noir tenace, visible à 20 pas. Elias vint la toucher comme certains hommes touchent les grains d'un chapelet, non pas pour avoir de la chance, mais pour se situer dans le long cours de sa vie. Les nuits où le vent prenait cette voix que l'on n'entend qu'après un orage de chaleur, il restait éveillé et écoutait une chanson qui pouvait être un souvenir ou le vent. Quoi qu'il en soit, c'était de la gentillesse. Il la laissait aller et venir, et, peu importe où il la racontait ou à qui, il terminait toujours l'histoire de la même manière. Il n'élevait pas la voix, il ne cherchait pas à faire de l'effet. Il posait les mots avec autant de soin qu'Ayana posait les herbes. Ce que j'ai vu ce jour-là, disait-il, le pouce accroché doucement à la crinière de Blaise ou posé sur la cicatrice du cheval, était difficile à croire. Mais c'est l'incroyable qui m'a changé à jamais. Les gens ont réagi comme ils le font toujours. Certains hochaient la tête, le visage adouci par la lueur du feu, pensant à leurs propres choses incroyables, celles qui les avaient changées et celles qu'ils souhaitaient encore voir changées. Quelques-uns se moquaient et demandaient une histoire plus vivante, avec des cartes et des armes à feu. La plupart se contentèrent de le regarder, puis le cheval, puis l'horizon où la lumière du feu s'éteignait, et on voyait bien que l'histoire avait trouvé sa place et s'était installée quelque part. Elias n'a jamais essayé de donner un autre nom à ce qui s'était passé. Une femme faisant le travail que ses mères lui avaient appris. Un homme disant enfin la vérité à la seule créature qui n'avait jamais cessé de l'écouter. Et le désert faisant de la place pour les deux. Il tenait sa promesse comme il gardait sa gourde pleine quand il le pouvait. Il savait désormais que l'eau et les souvenirs servaient le même maître. Lorsque la route s'inclinait vers l'ouest, que le ciel s'ouvrait comme il le fait lorsque la terre décide de s'étendre d'un seul coup, il soulevait son chapeau sans s'adresser à personne en particulier et disait « Allons-y, mon vieil ami ». Et Blaise se mettait en route, non pas rapidement, mais d'un pas régulier, comme si chaque kilomètre qui les attendait avait déjà été pardonné.